est spécialiste de la physique solaire spatiale. J'ai bon? Tout à fait. Bon, il va nous faire le plaisir de nous parler donc du Soleil, de la physique du Soleil, de Solar Orbiter. Le titre de la conférence, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est Au plus près du Soleil, dernier résultat de Solar Orbiter et de Parker Solar Probe. Alors, il va vous expliquer en détail en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça amène dans nos vies et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le fonctionnement du Soleil. Voilà. Milan, la salle est à toi, tu disposes de 2h30, 3h. Après, il y aura un show. Voilà, mes collègues me disent non derrière, ne les écoute pas, ils sont à toi. Très bien, je vais essayer de faire en 2 heures. Je rigole. Donc voilà, avant tout, je voulais remercier, Jérôme n'est pas dans la salle, je ne le vois pas, et puis Olivier, il va venir. Je voulais les remercier de nous avoir invités, donc moi-même et mes collègues de Meudon que je vais présenter tout à l'heure. Et donc, on est très content d'être là, je pense, ils peuvent le confirmer. Donc je vais vous parler du Soleil et du vent solaire. Et pour planter le cadre général, des astrosphères. Donc l'astrosphère, c'est l'influence d'une étoile via son vent sur son environnement. Alors là, on a des exemples d'astrosphères obtenus avec les étoiles qui sont là, qui ont un mouvement dans la galaxie. Et de par ce mouvement, le vent qu'elle émette est courbé, il y a une région de surpression, et donc beaucoup d'étoiles ont des relations avec leur environnement, et beaucoup d'étoiles émettent des vents stellaires, et ces vents stellaires peuvent avoir des effets sur notamment les planètes qui tournent autour de ces étoiles. Alors ça, c'est l'exemple le nôtre. Donc le Soleil, avec son héliopause, ici, son héliosphère, et l'héliopause, on sait maintenant qu'elle se trouve aux environs de 150 unités astronomiques du Soleil. Et tout autour, c'est l'environnement interstellaire. C'est le gaz qu'il y a dans la galaxie, où baignent toutes les étoiles. Et c'est par le mouvement des étoiles, en fait, qu'on a une vitesse de déplacement et donc la formation de cette région-là. C'est par le mouvement donc du Soleil dans la galaxie même, qui est de l'ordre dans le repère galactique de l'ordre d'une vingtaine, trentaine de kilomètres par seconde. Et donc ce mouvement et cette forme d'héliosphère et d'héliopause est causée par ce mouvement-là. Mais le moteur de cet objet astrophysique, c'est le Soleil lui-même et son vent solaire. Donc je vais vous parler de 2 missions qui étudient le vent solaire, qui étudient la manière dont le vent solaire interagit avec différents objets, et notamment la Terre, et puis la manière dont le vent solaire influence, pas nos vies directement et pas en termes de danger ou en termes d'effets néfastes, mais influence clairement nos technologies. D'accord? Alors, il n'y a peut-être pas besoin que je passe beaucoup de temps sur ce transparent pour vous. Je pense que vous êtes tous des astronomes solaires aguerris. Ce qu'on a sous les yeux, c'est une image d'éclipse, obtenue par un astronome amateur dont le nom est là, et qui a donc filmé cette éclipse en 2019 aux États-Unis. Et on voit apparaître clairement la couronne que vous connaissez, et vous le savez probablement, la couronne solaire a une caractéristique qui est qu'elle a une température, le plasma, l'atmosphère elle-même, qui est constituée d'hydrogène ionisé, donc c'est un plasma. La couronne est très chaude, elle a à 1 million de degrés, alors Kelvin ou Celsius, peu importe à cette échelle-là, il y a juste une différence de 273. La couronne est très chaude, beaucoup plus que la surface. Ça reste un mystère dans notre domaine. J'aurai peut-être, s'il y a des questions, l'occasion d'en reparler.
ça reste un mystère. Juste 2 mots, c'est pas qu'on ne sait rien. La situation est telle qu'on a plusieurs modèles en fait à notre disposition pour essayer d'expliquer ce chauffage coronal, et on ne sait pas très bien quel est le modèle qui fonctionne. Mais je vais en reparler. Donc cette couronne est tellement chaude qu'elle crée un vent solaire. Alors moi, je suis physicien solaire. J'ai commencé ma thèse à l'Observatoire de Meudon. C'est vrai que depuis ma thèse, j'ai commencé un peu à l'envers de certains physiciens solaires. Je me suis intéressé d'abord au vent solaire, à l'expansion de la couronne, et puis maintenant, depuis quelques temps, avec mes camarades, j'essaie de comprendre ce qui se passe plus près du Soleil. Mais donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le domaine du vent solaire, des plasmas astrophysiques et donc des plasmas de l'héliosphère. Et donc j'ai notamment travaillé sur des modèles plus de vent solaire que des modèles de couronne. Mais les deux sont liés. Alors le vent solaire, je fais tourner ce petit film, qui est un film obtenu à partir des images de SOHO en 2003. On voit donc un coronographe, donc ça c'est pas la Lune qui crée l'éclipse, là c'est un coronographe, c'est un instrument qui permet de cacher le disque. Et on voit s'évaporer dans toutes les directions un flux de particules, donc c'est essentiellement de l'hydrogène ionisé, électrons et protons, à des vitesses qui vont de 200 à 800 km par seconde. C'est assez rapide, ça met entre 2 et 8 jours pour arriver à la Terre, et avec des densités relativement faibles, comparées aux vides, les meilleurs vides qu'on peut faire sur Terre. Néanmoins, ce milieu peu dense peut avoir énormément d'influence. Par exemple, sur Terre, on est protégé, on a un champ magnétique et une atmosphère. Ce n'est pas le cas de toutes les planètes. On pense, il y a de grandes indications pour dire que le vent solaire qui souffle depuis que le Soleil existe, depuis au moins 4 milliards d'années, a soufflé sur les planètes, et notamment Mars, et a érodé son atmosphère. Et en érodant l'atmosphère, a diminué la pression sur Mars, et du coup, l'eau qui était liquide sur Mars, ça on le sait, il y a des traces de rivières, ça vous avez vu les images, les petits robots qui se baladent sur Mars, l'eau est devenue glacée et s'est enfoncée sous le sol. Donc le vent solaire, malgré sa faible densité, a quand même une pression dynamique de par sa vitesse qui est non négligeable. Alors vous voyez, le vent solaire, ça souffle disons plus ou moins de manière continue. Et de temps à autre, il y a des bourrasques de vent solaire, il y a des éjections de masse coronale, et de temps à autre, il y a des phénomènes, disons, cataclysmiques ou des phénomènes éruptifs qui font que la caméra ici va être surexposée. Et en fait, elle est surexposée, voilà, cet événement-là. Elle n'est pas surexposée parce qu'il y a trop de photons qui rentrent dedans. Elle est surexposée parce qu'il y a des particules énergétiques, des particules ionisantes, qui sont les particules que vous trouvez, pour ceux qui, enfin, qu'on peut trouver dans une centrale nucléaire où il y a de la radioactivité. Donc c'est un rayonnement ionisant, c'est des particules énergétiques, et potentiellement ça peut être un danger pour les astronautes qui font des sorties extravéhiculaires, et les astronautes qui éventuellement un jour iront sur Mars, si jamais il y en a, moi j'y crois pas trop, on verra bien. Donc je reparlerai aussi des particules énergétiques un peu plus tard. Alors vous savez tous que le vent solaire est responsable des magnifiques aurores boréales. Je ne sais pas si vous en avez vu. Si vous avez l'occasion d'en voir, faites-le. J'ai oublié de dire l'éclipse totale de soleil qu'on a vue tout à l'heure, filmée en 2019 aux États-Unis. Pour ceux qui veulent faire un petit voyage, mais pas trop lointain, en 2026, en août, je crois que c'est le 12, il y aura une éclipse totale dans le nord de l'Espagne. Je pense qu'il va y avoir 2 milliards de personnes en Espagne, toute l'Europe va être en Espagne, parce que c'est pas loin. Mais bon, si vous réservez votre chambre maintenant, peut-être qu'il y aura une place. Donc voilà, prochaine éclipse visible pas très loin de la France, dans le nord de l'Espagne. La même est visible en Islande. Alors malheureusement en Islande, ça sera l'été, donc il n'y aura pas d'aurore. Manque de chance, sinon vous auriez pu faire et aurore et éclipse. Alors,
je finis là-dessus, j'en ai dit 2 mots. Le Soleil, quel est l'effet du vent solaire et de l'activité solaire sur nous? Il n'y a pas d'effet, disons, de danger. Souvent, moi je reçois quasiment une fois par tous les 15 jours, au moins une fois par mois, des coups de fil, des mails de journalistes, la NASA qui fait un communiqué de presse, une éjection de masse coronale arrive, une éruption solaire, etc. Il y en a des éruptions quasiment tous les jours. Il y a des petites éruptions tous les jours. Il y en a même des milliers, des millions minuscules. Je reviendrai dessus. Mais il n'y a pas de danger sur nous. Voilà. Sur Terre, on a, une fois de plus, le champ magnétique, l'atmosphère qui nous protège. Les particules énergétiques peuvent taper sur l'atmosphère. Il peut y avoir des sous-produits des particules énergétiques qu'on appelle des gerbes cosmiques ou des sous-produits en atmosphère. Et pour les personnels navigants, ça peut être un souci s'il y a un gros événement solaire, notamment les personnels qui voyagent, c'est indiqué ici, il y a un avion quelque part, en principe, voilà. Les personnels navigants qui voyagent, qui font souvent Paris-Tokyo ou des voyages de ce type, là, ça peut être gênant parce qu'il y a des particules énergétiques qui peuvent taper dans l'atmosphère et c'est les sous-produits de ça qui peuvent être ionisants. Mais il y a tout un tas d'effets et de phénomènes dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui qui influent notre technologie, notamment les communications avec les satellites. Par exemple, un autre exemple, une grosse éruption produit beaucoup de rayons UV. On sait tous que les UV, la couche d'ozone, etc., les UV sont stoppés par l'atmosphère. Donc l'atmosphère les absorbe, mais en les absorbant, elle chauffe. Donc les très hautes couches de notre atmosphère, à partir de 100 km jusqu'à 200-300 km, il reste encore une densité de matière. Les très hautes couches chauffent, gonflent, et ça a pour effet, éventuellement, de freiner les satellites. Vous savez qu'un satellite qui tourne autour de la Terre, si on le freine, il y a un effet de traînée, il va donc perdre de la vitesse. En perdant de la vitesse, il retombe. Pour éloigner un satellite de la Terre, il faut augmenter sa vitesse tangentielle. Donc on peut perdre des satellites. Il y a des satellites qui ont été perdus à cause d'événements solaires, à cause d'un flux solaire très important. Donc il y a toute cette nouvelle science de météorologie de l'espace qui se développe et pour lesquelles Solar Orbiter et Parker Solar Probe vont apporter des questions fondamentales. Alors, voici un peu, ça c'était une introduction un peu longue, l'introduction, disons le résumé de ma présentation. Je vais vous parler des questions qui sont ouvertes et des objectifs scientifiques de ces 2 missions. Je vais les décrire et puis je vais montrer quelques résultats qui ont été obtenus récemment. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de base qui est comment la couronne est-elle chauffée? Alors, je vais faire un panorama très très rapide de notre Soleil et surtout de l'atmosphère du Soleil en fonction de l'altitude. Alors, juste au passage, vous êtes des spécialistes de l'observation du Soleil. À chaque fois qu'on analyse le Soleil avec un filtre donné, un filtre correspond à une transition atomique, transition qui se fait à une température. Donc on scanne la température en fonction de l'altitude et l'évolution de cette température ici de la couronne en fonction de l'altitude, en utilisant justement, en faisant de l'imagerie à multifréquence. Donc on regarde plusieurs fréquences, on a comme ça l'image de l'ensemble de l'atmosphère du Soleil. Alors, je disais donc la température de surface à peu près environ 6000 Kelvin, puis on passe dans la chromosphère à 10 puissance 4, donc ça décroît légèrement, et puis tout à coup, au niveau de la couronne, ça remonte, donc il y a cette fameuse région de transition. Et ce qu'il faut voir sur cette image, donc qui est obtenue à différentes longueurs d'onde, c'est que les régions actives, un des principes de base, c'est que les régions actives qu'on voit dans la couronne quand on fait de l'imagerie en UV, et l'imagerie en UV, on l'a fait depuis l'espace, c'est pour ça qu'on parle de physique spatiale, parce qu'on est obligé d'aller dans l'espace pour voir les UV. Ce qu'il y a au sol, on peut le voir, ce qu'il y a à la surface du Soleil, on peut le voir depuis le sol. Mais les UV, c'est dans l'espace. Et bien, quand il y a des régions actives brillantes comme ça, elles sont associées toujours à des taches solaires. Une tache solaire,
c'est l'émergence du champ magnétique. En vert, on a donc le champ magnétique qui sort. On a des boucles coronales dans la couronne, en vert. Puis il y a des lignes de champ qui sont ouvertes. Mais ce qu'on voit, c'est que donc, chaque fois qu'il y a une région active visible en UV, on voit qu'elle est associée à un paire de taches. Alors, les taches solaires qu'on voit, nous, dans les instruments, elles sont noires, enfin, elles apparaissent sombres. Mais en fait, elles sont, si on regarde le champ magnétique, toujours couplées polarité nord-sud. Donc, une tache, il y a toujours un couplet de taches ou une zone dans la région active qui a une polarité négative qui se couple à une polarité positive. Voilà. Et là, vous avez une idée des dimensions ici de cette... c'est pas une simulation, donc c'est une représentation 3D de la structure, une représentation simplifiée de la structure de l'atmosphère et de la couronne du Soleil. Donc, comment la couronne est-elle chauffée? Comment fait-on pour passer d'une température de 6000 à une température de 1 million? À peu près, vous voyez ici c'est 10 000 km. La région de transition se passe grosso modo un peu au-dessus de 2000 km d'altitude par rapport à la photosphère. Deuxième question, le vent solaire qu'on a vu souffler. Un modèle instinctif, un modèle simple, quand vous faites bouillir, plus vous faites bouillir de l'eau, plus elle est chaude, plus la vapeur, il va y en avoir beaucoup, elle va s'évaporer rapidement. Donc plus c'est chaud, à la base, plus la vitesse du vent solaire, en principe, doit être élevée. Et effectivement, c'est ce que montrent les modèles hydrodynamiques. Or, la sonde Ulysse sur laquelle j'ai fait ma thèse, en 92, de 92 à 95, donc ça, vous avez ici la vitesse du vent solaire radialement, sur ce tracé, et puis là, vous avez la latitude à laquelle l'observation a été faite. Donc la sonde Ulysse, c'est une sonde qui a été envoyée vers Jupiter, qui a subi une déflexion gravitationnelle par Jupiter et qui a pu sortir du plan de l'écliptique. Malheureusement, sur Ulysse, il n'y avait pas d'imageur. Alors pour la petite histoire, à l'époque, Ulysse, c'est un projet ESA-NASA, donc Europe, États-Unis. Il devait y avoir 2 sondes. Les Européens devaient construire la sonde où il n'y avait que les instruments qui mesurent le plasma, et les Américains devaient construire la sonde avec les imageurs pour imager pour la première fois les pôles du Soleil. Et donc les deux devaient être envoyés vers Jupiter et puis se séparer, et une sonde observant, faisant l'imagerie, l'autre les mesures, et ainsi de suite. Ensuite, elles devaient se recroiser et repasser au-dessus des pôles. Manque de chance, c'était dans les années 80, et il y a eu des restrictions budgétaires côté américain parce que c'était l'époque où le cow-boy Ronald Reagan est devenu président, et il a décidé qu'il fallait mettre tout l'argent pour faire la guerre des étoiles contre les Russes. Bon, finalement, il avait peut-être raison, vu ce que font les Russes en ce moment, mais bon. Il a donc stoppé ce programme. En plus, il devait être lancé par la navette. La navette a explosé. Donc c'est un programme qui a pris pas mal de temps. Mais néanmoins, il a permis de voir que le vent, en période de minimum d'activité, était rapide. Il montait jusqu'à 750-800 km par seconde en moyenne. D'accord ? Et qu'il était plus lent dans les régions équatoriales. Or, en minimum, manque de chance, problème, question, on voit que la couronne, ça c'est la couronne en rayons X, c'est pas dans l'UV mais c'est dans les X, pareil, plus c'est brillant, plus c'est dense et chaud. On a découvert donc l'existence de ce qu'on appelle les trous coronaux dans la couronne, qui sont des régions qui sont sombres, qui sont beaucoup moins denses et beaucoup plus froides que le reste. Donc le vent rapide vient des régions froides. Ça, c'est contre-intuitif. Et ça n'a toujours pas été expliqué. J'étais là il y a 2 semaines, 3 semaines à un colloque aux États-Unis, en Californie, le SolarWind, qui travaille sur ces sujets-là. Il y a de plus en plus d'idées. En fait, il y a de plus en plus d'idées, de plus en plus d'observations, et on ne sait toujours pas choisir parmi les idées quelle est la bonne. Mais c'est un problème. Le vent solaire rapide vient des régions froides du Soleil, de la couronne. Troisième question, et je pense que c'est la dernière. Bon, il y en a tout un tas d'autres, mais je n'aurai pas le temps de les passer en revue. Comment les particules énergétiques sont-elles accélérées au niveau du Soleil? Donc je vous ai dit qu'il y a ces fameuses particules énergétiques
qui sont émises dans toutes les directions, qui peuvent arriver vers la Terre, qui peuvent taper notre atmosphère, qui peuvent être gênantes pour les astronautes qui sortent de l'ISS. Donc d'ailleurs, ils ne sortent pas quand il y a une forte activité solaire, les astronautes de l'ISS. Ils font quand même attention. Comment les éruptions se produisent? Donc je remontre ici une image un peu plus récente où on voit donc la couronne en UV. On a vu une éruption au milieu et on voit avec d'autres instruments sur un autre satellite qui regarde ensuite avec un champ plus important. On voit que ça crée. Donc l'éruption va se produire ici, regardez bien, voilà. Grosse éruption, lumière blanche, lumière UV, particules émises, je vais revenir dessus, et éjection de masse coronale. Et le satellite, ça c'est SOHO, a été touché donc, par ces particules énergétiques. Comment cela se produit-il? On pense que ça fait intervenir la reconnexion magnétique. La reconnexion magnétique, vous avez des lignes de champ, donc là vous avez 3 tâches. Vous avez une tâche ici, une paire de tâches, petites tâches, qui sont reliées par un champ magnétique, donc qui fait des boucles. D'accord? Ensuite, on a ici une tâche qui est probablement reliée avec un champ magnétique plus lointain, une tâche un peu plus éloignée qui fait une autre boucle. Et on sait que la surface du Soleil, vous le savez pour ceux qui regardent, et vous voyez que c'est... Je ne sais pas si on peut faire des films avec vos instruments, mais quand on fait des films, on voit que la granularité et les régions de convection, les cellules de convection bougent, et donc les tâches bougent, les lignes de champ bougent, et elles peuvent migrer, et par exemple, ces 2 tâches-là peuvent se rapprocher, et si elles se rapprochent, eh bien, on voit qu'il y a un point X, qu'on appelle un point X en reconnexion. Vous voyez ici, le champ magnétique est dirigé vers le haut, là il est dirigé vers le bas. Si vous mettez 2 champs magnétiques de polarité opposée et qui se touchent, il va y avoir une reconnexion, et vous voyez qu'on va passer de cette configuration-là, de champs qui sont opposés ici mais qui ne se touchent pas, à des champs qui vont récupérer la polarité de l'autre, et ici donc cette ligne-là va se reconnecter avec celle-ci, et ce champ magnétique va redescendre vers le bas, et celui vers le haut, et là on a un système et un mécanisme qui transfère de l'énergie magnétique, de l'énergie qui est stockée magnétiquement, à de l'énergie, soit pour créer de la lumière, ici, donc à l'intérieur de ce point X, il y a plein de photons qui sont créés, des particules énergétiques qui peuvent être accélérées parce qu'il y a des champs électriques très forts qui sont introduits par cette reconnexion dans des volumes qui sont relativement petits. Alors on ne sait pas exactement la taille du volume, mais on sait que ce volume doit exister. Et puis après, ça peut même perturber la couronne et créer des éjections de masse coronale. L'image que je donne parfois pour la reconnexion, cette transformation d'énergie donc mécanique en énergie, en différentes formes d'énergie, c'est un peu quand vous prenez un avion avec un petit élastique là, avec l'hélice, qu'on tourne l'hélice avec la main, on stocke de l'énergie dans le petit avion, je ne sais pas si vous avez fait cette petite expérience, et puis le petit avion de balsa, on lâche l'hélice et elle se met à tourner, et donc on a transformation d'énergie mécanique dans l'hélice pour le mouvement de l'avion. Alors, je vais accélérer un peu, sinon ça va durer effectivement jusqu'à minuit. Le principe de Solar Orbiter, c'est étudier le couplage couronne-vent solaire. Donc ici, vous avez une éruption que je vous ai montrée. La première chose qui va arriver, c'est les photons, la lumière. Donc on va faire une imagerie du phénomène. Les photons, ils vont arriver en... Pardon, j'ai presque entendu. 8 minutes. Alors 8 minutes si on est à la Terre. Parfois, Solar Orbiter, et quand il se rapproche, des fois il se rapproche à un tiers de la... Donc c'est beaucoup plus court. Mais bon, de l'ordre de quelques minutes, 8 minutes effectivement. Donc on a les photons qui sont émis. Les photons vont permettre de caractériser le plasma, par exemple. La spectroscopie et l'analyse à différentes longueurs d'onde de la lumière, les photons, peuvent donner des informations sur la densité ici, sur la température, la composition, et même parfois peut-être sur ce qu'on appelle la fonction de distribution des particules, qui est une grandeur qui est importante en physique des plasmas, donc qui est la fonction de distribution des vitesses locales des particules.
Ensuite, l'autre chose qui est émise, on ne voit pas très bien, là, c'est des espèces de spaghettis rouges, enfin, qui sont censés spiraler autour d'une ligne de champ magnétique, c'est les particules énergétiques. Donc les particules, elles peuvent avoir des énergies proches de la vitesse de la lumière, auquel cas elles vont arriver également de l'ordre de 8 minutes, mais ça peut aller, c'est un spectre large qui va de C sur 3, C sur 10, jusqu'à C. Donc ça peut mettre quelques dizaines de minutes à arriver vers le satellite. Et bien évidemment, les photons, eux, on les voit parce qu'ils sont omnidirectionnels, donc on les voit sans problème toujours. Par contre, les particules énergétiques, des fois, elles suivent des lignes de champ et elles peuvent passer à côté. Donc on ne voit pas toutes les particules énergétiques. De temps en temps, on sait qu'on en reçoit, mais on ne les voit pas toutes. Donc rappelez-vous de ça parce que l'instrument sur lequel je travaille, lui, permet de voir toutes les particules. Et je fais un peu de pub pour mon instrument. Et ensuite, après, le plasma est perturbé et il y a une bulle de plasma qui va se mettre en mouvement, une éjection de masse coronale qui va voyager et qui va arriver au satellite. Et là, sur le satellite, on a des instruments qui mesurent la composition de ce plasma. Donc électrons, protons, ions lourds, et ça mesure donc la quantité, la densité, la température, etc. Particules énergétiques aussi. Donc on a une mission qui mesure à la fois, qui fait de l'imagerie de la couronne et qui mesure in situ. Donc c'est le principe de la mission. Et je vais parler de Parker Solar Probe. Il y a déjà des configurations, et ça, on a un étudiant qui travaille au labo là-dessus, sur les alignements entre le Soleil, Parker Solar Probe et Solar Orbiter. Donc on a la chance d'avoir parfois des alignements où en principe on voit le même plasma par la sonde américaine qui est plus près du Soleil, et ensuite la sonde européenne. Donc on peut mesurer le plasma à deux distances, ça c'est important pour toutes les propriétés d'évolution de ce plasma. Alors, les deux missions, description des deux missions, avec des logos. Alors la mission européenne a la caractéristique d'avoir donc à la fois de l'imagerie, donc on obtient des images de la spectroscopie de la couronne, et de l'instrumentation in situ. Alors je ne vais pas vous passer en revue tous les instruments, là ça va être trop long et trop fastidieux, mais en gros, il y a un coronographe, il y a un instrument UV, il y a des instruments qui mesurent le plasma localement, il y a des instruments qui mesurent les rayons X, et il y a un instrument qui est important, enfin en tout cas il est important pour moi, parce que c'est l'instrument sur lequel j'ai travaillé pendant quasiment 18 ans, Radio and Plasma Waves, RPW, qui est un instrument qui mesure les ondes électromagnétiques. J'y reviendrai. Alors voici donc les instruments. C'est un instrument européen, enfin c'est un satellite européen. En Europe, l'Europe c'est quand même compliqué, c'est plus compliqué que les États-Unis. L'Europe, il y a plusieurs agences, plusieurs pays, plusieurs langues, mais c'est quand même intéressant de faire fonctionner l'Europe et de faire travailler tout le monde ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont participé. Et actuellement, on a deux PI français, Frédéric Aucher et moi-même, qui sommes PI chacun d'un instrument. Responsable PI, c'est Principal Investigator. Mais on voit qu'il y a aussi, par exemple, un instrument américain. Et puis on voit qu'il y a des Suisses, des Belges, des Allemands, des Anglais. On continue à parler aux Anglais. Bon, c'est pas je pense que les scientifiques étaient tous contre le Brexit, mais bon, on continue à parler aux Anglais. Donc ces instruments sont pilotés par l'ESA avec les pays, ont été financés par les agences nationales des pays. Enfin, tout ce processus a été long, c'est pour ça que ça a pris 18 ans. Mais le résultat en valait la chandelle. Donc voici le lancement, où on a eu la chance d'être présent avec mon épouse ici présente. Alors, si vous avez l'occasion de voir, donc déjà, vous avez noté dans vos agendas
une éclipse des aurores boréales, je vous conseille aussi un lancement de satellite. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si Isabelle et Florence, vous y avez été, mais... Ah, donc à Meudon, il n'y a pas beaucoup de lancements, mais Sabot, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui vaut le détour. C'est vraiment impressionnant et émouvant. Alors surtout, c'est émouvant et impressionnant, c'est bien quand ça se passe bien. Par contre, quand ça se passe mal, il y a eu 2 exemples dans la communauté. Il y a eu l'exemple de Cluster. Moi, j'étais à l'époque encore, j'étais jeune et je n'avais pas de poste. Et on m'a raconté, j'y étais pas, je travaillais à l'époque sur Cluster, mais il y a eu le lancement de Cluster et il y a eu des PI de mon âge, voire plus âgés, qui se sont effondrés au moment où il y a eu l'explosion d'Ariane 5. Juste pour rappel, c'était le premier lancement d'Ariane 5, ça avait été lancé, ils avaient lancé les 4 clusters, et ça avait explosé à Kourou. Ça avait été un choc. Alors heureusement qu'à l'époque, on avait à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, un directeur qui vraiment faisait son boulot correctement. C'était Roger Maurice-Bonnet, un Français. Et donc, il a réussi à refaire construire les 4 satellites et à les relancer. Alors, on lance une fusée, on lance la fusée, puis on démarre la sonde. Donc, la sonde, en général, tout est replié. Vous voyez, je n'en ai pas parlé, mais vous voyez que le devant de la sonde, il y a un bouclier. Pourquoi il y a un bouclier? Parce qu'on se rapproche du Soleil. Et plus on se rapproche du Soleil, plus on reçoit de lumière et plus c'est chaud. D'accord? La sonde se détache du dernier étage. Et la première chose, c'est de la stabiliser. Donc vous avez peut-être vu, je ne sais pas, ça ne se voit pas très bien, mais il y a des petits moteurs à hydrazine qui donnent des petits coups de gaz pour la stabiliser. Et première chose, on déploie les panneaux solaires. Ça, c'est le plus urgent, parce que la sonde, elle est allumée au moment du lancement, même avant le lancement. Donc on a une communication avec la sonde, via les antennes qu'il y a sur la fusée. Il y a une communication avec la sonde, clairement. Et la sonde est vivante, elle est allumée, et elle fonctionne sur batterie. Et donc, le temps de la mettre en orbite, quand elle est en orbite, on déploie les panneaux solaires parce que les batteries se déchargent rapidement. Et donc, c'est important de fournir du courant rapidement. Ensuite, les différents sous-systèmes se déploient. Donc, les antennes, les 3 antennes RPW, qui vont permettre de mesurer les antennes radio, développées par le CNES, avec le concours du CNES. Et puis, le mât instrumental derrière, sur lequel il y a un certain nombre d'instruments également. Et puis, dernier point fondamental, l'antenne de communication que vous allez voir se déployer ici. Alors, on voit que l'antenne de communication, elle est sur un bras, elle peut être orientée, donc l'antenne est comme ça, elle peut être orientée, tout simplement parce que la sonde tourne autour du Soleil, la Terre également, et parfois l'angle sonde, Soleil, Terre peut être élevé, et donc il faut que l'antenne parabolique pointe sur les côtés vers la Terre pour pouvoir communiquer avec. Et, in fine, on a donc le bouclier qui se rapproche, qui est au plus près du Soleil à 1/3 d'unité astronomique, donc j'ai oublié de dire peut-être pour les distances Terre-Soleil, une unité astronomique, 150 millions de kilomètres. 1/3, donc c'est à peu près 50. Quand on se rapproche, le bouclier au plus près a une température de l'ordre de 500 degrés Celsius. Les antennes ici peuvent atteindre 600 degrés Celsius. Et une antenne, quand vous l'exposez comme ça au Soleil, elle est dans le vide, donc il n'y a pas de convection. La face éclairée peut être chaude, et la face de l'autre côté qui est à l'ombre, elle voit le noir intersidéral, donc elle est beaucoup plus froide, donc il y a un gradient de température à tel point que les antennes sont tordues comme ça, et on a calculé, on a modélisé que les antennes RPW, le sommet était déplacé de plus d'1,50 m quand on est au plus près. Donc les antennes, elles ont une flèche en fonction de la distance. Autre caractéristique, je ne sais pas si vous avez remarqué, les panneaux solaires, plus on se rapproche, plus les panneaux solaires pivotent
bon, ça c'est beaucoup plus compliqué, ça introduit un mécanisme, ça introduit du poids et de la complexité. On peut survivre avec une antenne un peu tordue, elle fait quand même des mesures. On pourrait, mais c'est trop compliqué. Les panneaux solaires sont orientés de manière à ce que, quand ils se rapprochent, ils vont chauffer, et plus ils chauffent, moins le rendement est bon. Et donc, il y a une optimisation entre le rendement et puis leur température. Alors, la sonde, là, il y a un petit film qui devrait partir. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, là, vous avez la Terre, elle est ici, la sonde a été envoyée. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que, il y a un truc qui est rigolo, c'est que pour tomber sur le Soleil, il faut freiner, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi il faut freiner? C'est qu'il faut soustraire la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Vous savez tous qu'on tourne autour du Soleil, bien évidemment. Et quand on fait le calcul, une unité astronomique, 150 millions de kilomètres, qu'on fait le périmètre, qu'on divise, etc., c'est de l'ordre d'une trentaine de kilomètres par seconde. On est tous là actuellement des orbiteurs solaires et on se déplace à 30 km par seconde. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Ça tout dépend du repère, bien évidemment. Et bien, pour envoyer un truc vers le Soleil, si vous envoyez une fusée, donc on tourne, on se dirige vers l'ouest, le Soleil, la Terre a une vitesse vers l'ouest. Si vous prenez une fusée que vous pointez l'est et que vous envoyez cette fusée à 30 km par seconde, eh bien la vitesse de la sonde par rapport au Soleil est zéro. Les deux vitesses annulées, et elle tombe sur le Soleil. Alors 30 km par seconde, on ne sait pas encore faire avec les fusées actuelles. Il faudrait des très très gros boosters. Mais on arrive à faire des vitesses qui sont un peu moindres. Donc vous voyez que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, on a donc baissé la vitesse de la sonde par rapport à la Terre. Et il y a eu des passages par Vénus. Donc il y a de l'assistance gravitationnelle par Vénus et une assistance gravitationnelle par la Terre il n'y a pas longtemps. Et donc on arrive à mettre la sonde sur une orbite qui est en gros 0,308 unités astronomiques, donc un peu plus près que l'orbite de Mercure quand on est au plus près, et un peu plus loin que celle de Vénus quand on est au plus loin. Et on a bien évidemment donc un Soleil qui, dans le champ, va avoir une taille qui va varier. Alors ça, c'est un tout petit peu gênant pour les coronographes. Les coronographes, ils sont une pupille qui est mesurée comme pour cacher bien le disque solaire. Donc, j'ai parlé de Solar Orbiter. Quelques mots sur Parker Solar Probe. Alors ça, c'est une sonde américaine. C'est la fameuse sonde solaire qui porte le nom de Parker, Eugene Parker, parce que c'est, disons, le premier scientifique qui a proposé un modèle de formation d'un vent supersonique, d'un vent solaire supersonique. Alors, elle ressemble beaucoup à Solar Orbiter. Il n'y a pas de mystère. Il y a un bouclier. Alors, celui-là, il est blanc, tandis que l'autre est sombre. Il y a un bouclier, il y a des tout petits panneaux solaires encore plus petits, il y a des antennes, il y a un mât sur le côté, il y a des radiateurs ici. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'imagerie directe, il n'y a pas de trou dans le bouclier. Pourquoi? Parce que là, on se rapproche jusqu'à 10 rayons solaires. 10 rayons solaires, au maximum, la température du bouclier va être de 1300 degrés. Donc si on fait un petit trou, là, il y a trop de lumière qui rentre et ça va chauffer énormément l'intérieur du satellite. L'intérieur du satellite doit rester à des températures moins de 90-100 degrés, sinon l'électronique ne fonctionne pas. Autre aspect rigolo, là ce que vous voyez sur les côtés, ce sont des radiateurs qui émettent la chaleur captée par le bouclier sur les côtés. Et en fait, il y a un circuit d'eau, tout bêtement comme dans une voiture, dans une vieille voiture, un circuit d'eau qui va récupérer la chaleur ici. Donc il y a de l'eau chaude ici et de l'eau un peu plus froide dans les radiateurs qui sont donc exposés au noir intersidéral et donc qui rayonnent. Alors là, on en est à peu près ici, enfin un tout petit peu plus. Là, j'ai fait ce transparent il y a quelques mois. Donc Parker Solar Probe, pareil, se rapproche et s'éloigne
du Soleil. Il y a eu de la même manière des assistances gravitationnelles à Vénus, mais elle a été envoyée par une fusée encore plus puissante, une fusée Delta, je vais le montrer là tout à l'heure. Et donc du coup, comme elle a une orbite très elliptique, quand elle est très proche du Soleil, elle a des vitesses très élevées. Au plus près du Soleil, la vitesse tangentielle, c'est 192 km, c'est l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme. 192 km par seconde, Paris-New York en 31 secondes. C'est pas mal. Et donc, bien évidemment, ça fait des phénomènes d'aberration dont on tient compte, etc. Mais donc, cette sonde, alors là, on voit qu'elle se rapproche à 10 rayons. Là, on a une image de la couronne en lumière blanche. On voit qu'elle se déplace, et puis s'il y a une éclipse, et si Parker Solar Probe est dans les parages, bon, bien évidemment, on ne verra pas Parker Solar Probe sur une caméra depuis la Terre, mais on peut imaginer de là où elle se trouve, et l'intérêt, ça va justement être de combiner les mesures faites à distance par imagerie aux mesures faites par la sonde elle-même in situ. Donc elle a été lancée par une fusée Delta, beaucoup plus grosse, et un peu plus tôt que Solar Orbiter. Donc je vais vous parler de quelques résultats pour finir. Et un résultat que moi j'aime bien, alors je ne sais pas si vous voyez les personnes qui sont au fond, si elles voient bien, on voit que Solar Orbiter nous observe. Regardez. Donc en 2020, le 18 novembre 2020, il y a donc des caméras héliosphériques, dites héliosphériques, qui observent donc depuis Solar Orbiter. Donc le Soleil est à droite, et là on a dans l'ordre, alors c'est pas forcément, ça c'est une projection dans le ciel, forcément ça dépend de là où sont les planètes, mais on a dans l'ordre ici, donc c'était Mars, la Terre, Vénus, donc les gens qui ont regardé cette image on l'ont trouvée très belle, et puis il y a quelqu'un qui a regardé par ici, qui a regardé dans Sky, dans un logiciel où on peut repérer la position des... Et puis ça dit, mais ça ne serait pas Uranus? Et en fait, si. Quand on regarde ici, il y a la parallaxe d'Uranus, si le film se met en route. Vous voyez, donc si vous regardez ici Uranus, par rapport aux autres... Uranus, pardon, je crois qu'elle est ici. Voilà. Donc Uranus par rapport aux 4 étoiles qui sont là, il y a une petite parallaxe. Donc ça, c'est une Uranus. Et un autre résultat que moi j'aime bien, donc il y a eu un zoom sur la Terre. Donc Solar Orbiter nous a observé. Et il y a eu un petit zoom. Et si vous regardez le petit zoom qui est là, donc ça c'est la Terre. Et on voit qu'au cours du temps, les pixels ici ne sont pas parfaitement carrés. On voit que c'est un peu oblong au départ. Ça dépasse un peu sur la droite, c'est plutôt rectangulaire, puis après ça devient carré. Et bien ça, c'est parce que c'est la Lune. La Lune, autour de la Terre, fait de la lumière. Bon, il n'y a pas la bonne résolution pour voir la Terre et la Lune séparément, mais en tout cas, dans l'image, on a vu la Terre et la Lune. Solar Orbiter, alors ça, ces images, vous en avez probablement vu plein, avec SOHO. SOHO a découvert des milliers de comètes, ont été découvertes grâce à SOHO. C'est probablement la mission qui a découvert le plus de comètes, elle n'était pas faite pour ça. Mais il y a des gens, il y a même une communauté d'astronomes amateurs de sciences, d'astronomes qu'on appelle de la science citoyenne, Citizen Science aux États-Unis. Des gens donc qui ont regardé toutes les images, toutes les photos et les images de SOHO qui étaient stockées, que les scientifiques n'avaient pas le temps de voir. Et il y a plein de gens qui ont découvert, y compris des enfants, enfin des adolescents, qui ont découvert des comètes sur les images donc, de SOHO. Donc une comète, vous savez tous probablement ce que c'est un boule de glace et de poussière. Et donc quand elle se rapproche du Soleil, plus elle est proche, plus sa température, enfin plus la sublimation est importante, et donc il y a la queue qui se crée. Et alors ce qui est intéressant là, c'est que cet instrument permet de faire, on voit là, moi je pense que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois sur mon écran, on voit qu'il y a une espèce de flux de particules, c'est le vent solaire, et en fait on le voit mieux si on fait des différences d'images
Donc ça, c'était le 16 décembre. Vous voyez, si on fait des différences d'image, là, ça se voit un peu mieux. On voit des perturbations sombres, plus sombres, qui se déplacent. Et on voit qu'à un moment donné, il y a la queue de la comète qui est perturbée par un front de vent solaire. Alors, ce n'est pas forcément un choc qui se crée dans le milieu interplanétaire, mais parfois il y a, dans le vent solaire, je vous ai dit qu'il était supersonique. Donc, quand vous avez un vent solaire lent qui rencontre un vent solaire rapide, ça peut créer un choc supersonique, et ce choc peut couper les queues de comètes. Donc, on peut aussi se servir du vent solaire pour étudier les comètes. Alors, premières observations. Alors, avant de montrer des observations, là, l'image n'est vraiment pas bien. Sur l'écran, elle est super. Il y a une protubérance. Aujourd'hui, on a de la chance. Il y en a qu'on voit dehors. Elles sont magnifiques. Celle-là, elle est encore plus. Elle arrive quasiment jusqu'ici. Hein. Là, vous la voyez pas, mais vous l'avez peut-être vu, ceux qui ont regardé sur Internet. Vous pourrez regarder sur mon écran après. Elle est très développée et très grande et fait quasiment presque un peu plus que le rayon du Soleil. Ensuite, alors, il y a l'ESA, elle essaye de rattraper la NASA en termes de communication. Il y a 2 jours, je fais une intervention dans une classe, et les gamins, c'est toujours comme ça, on leur demande qui connaît la NASA, tout le monde lève le bras. Qui connaît l'ESA, il y en a 2 qui lèvent le bras, alors que c'est notre agence spatiale et que c'est avec nos impôts qu'elle fonctionne. Donc on pourrait en être un peu fiers, mais bon, c'est vrai qu'ils ont du mal à battre la NASA avec tous ces communiqués de presse qui sont toujours repris par les journalistes. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent et ils ont montré ce film-là. Alors là, je ne sais pas aussi si vous allez bien le voir, peut-être un tout petit peu. Oui, si on ferme, c'est un tout petit peu mieux. Le serpent solaire de Solar Snake. Donc là, vous avez une région active. Et donc, là, il y a une région, un ribbon. Enfin, moi, je suis pas complètement spécialiste. Florence et Isabelle connaissent mieux la surface du Soleil. Mais là, il va y avoir donc un phénomène de reconnexion, et en fait, qui va se propager le long d'un ruban. Et en fait, on a l'impression que c'est un serpent qui se balade à la surface dans la couronne. Donc, je vais le faire. J'espère qu'on va le voir. Regardez bien en bas. Attention, hop. Est-ce que vous avez vu le serpent? Alors, en fait, c'était assez rigolo parce qu'au début, dans un des tout premiers, enfin, un deuxième communiqué de presse, il parlait de hérisson dans la couronne solaire. Donc, il y a eu le hérisson, il y a eu le serpent, donc on va voir toute la zoologie. Mais bon, celui-là, il est sympa, ce film, avec le petit Solar Snake. Hop. Bon, pour ceux qui veulent après, à l'apéro, vous pourrez regarder sur mon écran directement, ça se voit mieux. Alors, un peu de science, un peu plus, enfin, non pas que ce ne soit pas de la science, mais disons un peu quels sont les premiers résultats de Solar Orbiter intéressants. Alors, vous connaissez déjà cette image, donc ça, c'est ce type d'image, c'est la couronne, comme je l'ai dit. Plus c'est, donc là, on voit les boucles coronales. Donc là, c'est en UV, en H-alpha, quand on regarde dehors, on voit le démarrage, donc on voit les régions les plus basses. Tout ce qui est blanc et lumineux, pour faire simple, c'est chaud et dense. Vous voyez ? Et donc tout ce qui est blanc et lumineux, qui est gros, c'est associé à des trous coronaux. Donc là, dans cette image, si on regarde l'image équivalente donc, de la surface, on verra qu'il y a des taches solaires là, 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 il y en a probablement là, là et là. Il y a toujours une tache solaire. Donc ça, c'est des zones éruptives. Des zones éruptives, en période de maximum, il peut y en avoir, là, on peut les compter, mais il y en a une vingtaine, une trentaine. Il y en a, on peut les compter sur les doigts de deux mains, peut-être les doigts de pied s'il y en a un peu plus. Mais il y en a un nombre fini. Ce qui a permis de découvrir, alors de redécouvrir, parce que c'était déjà connu, mais néanmoins Solar Orbiter a permis de faire un pas quantitatif dans la caractérisation de ces phénomènes. Bien évidemment, vous prenez un satellite, vous mettez un télescope dessus. Le télescope, il a une résolution donnée.
si je me rapproche de l'objet que je veux observer, ben, je verrai des détails plus petits. Donc on augmente la résolution spatiale avec Solar Orbiter rien qu'en se rapprochant. Et donc c'est ce qu'il a permis de faire. Et vous avez vu cette petite zone que j'ai encadrée. Eh bien, il a permis de voir les fameux feux de camp, campfire. Donc si vous regardez ici, si vous regardez, bon, je ne sais pas si ceux qui sont derrière, au fond, on voit, mais on voit donc des régions actives grosses. Mais là, on en voit des petites. On en voyait une petite ici, une petite là, une petite là. Et donc on voit apparaître ces feux de camp, et en fait, il y en a partout. La grosse différence avec les régions actives, éruptives, c'est qu'il y en a une dizaine ou une vingtaine. Là, il y en a des milliers, et plus elles sont petites, ces campfires, et plus ils sont nombreux. Et ça, c'est important pour les mécanismes de chauffage de la couronne. Là, je vais passer un film, regardez. Donc ça, c'est des résultats Berkmans et Osher, collègue de Frédéric Osher de Liège qui a travaillé sur cet instrument. Donc là, vous avez la taille de la Terre par comparaison. Donc regardez, si vous regardez, il y a un film. Alors vous pouvez aller sur Internet. Là, il y a un campfire qui envoie de la matière de manière régulière. Et puis partout, un peu partout, entre les régions actives, on peut se balader sur la surface. Bon, ça rend encore mieux sur l'écran. On voit des petites régions actives qui sont des régions dans lesquelles forcément il y a de la reconnexion. Donc ce n'est pas de la grosse reconnexion, c'est des régions de micro-reconnexion, de micro-éruptions, micro-flares. Et quand on regarde aussi, on peut regarder au limbe du Soleil. Regardez le limbe du Soleil. Donc là, vous avez le limbe. OK, donc vous avez une partie, je pense que c'est une partie polaire, pareil la Terre à l'échelle. Vous voyez que non seulement il y a un petit coup de pub, vous voyez que non seulement il y a des campfires, des feux de camp, là, mais aussi toutes ces régions-là, il y a des jets, là on ne les voit pas bien, mais il y a des jets dans la haute couronne qui peuvent être la naissance du vent solaire lui-même. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup, parce qu'on a là, et on en a beaucoup parlé en Californie il y a 2 semaines, peut-être la source même du vent solaire. Et alors, Solar Orbiter a permis ce que les autres instruments avant n'ont pas forcément permis de faire aussi bien, c'est de regarder la distribution. Et ça, c'est important. La distribution, il y a des phénomènes dits stochastiques. Par exemple, si vous avez ici à gauche la distribution des tremblements de terre. Sur Terre, vous avez, en fonction de leur magnitude en échelle de Richter, quelques tremblements de terre de magnitude 7. Ceux-là, il vaut mieux pas être là quand ça se produit. Après, vous en avez de magnitude qui décroît. On arrive à 5. Là, il y en a eu récemment dans l'ouest de la France. Moi, j'ai été à San Francisco une fois. Il y a mon lit qui a fait comme ça, juste. J'ai senti pouf. Et en fait, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un tremblement de terre 4.5. Mais on voit que plus l'échelle est petite, plus l'intensité du tremblement de terre est petite, plus il y en a. Vous voyez qu'en permanence, il y a sur Terre entre 2, magnitude 2, 3, vous avez, ça c'est 10 puissance 64, c'est 10 000 tremblements de terre. Il y a des régions où il y a des tremblements, il y en a plusieurs par jour, mais de petite intensité. Et en fait, après, le problème, il y a toujours un problème de mesure ici. Vous voyez, il faut des sismomètres de plus en plus précis pour mesurer. Mais vous voyez que c'est ce qu'on appelle une loi de puissance. Ça, c'est une échelle logarithmique, et c'est une loi de puissance, vous avez toujours une droite là. C'est la même chose à droite pour la physique des éruptions solaires. Ça, c'est l'énergie des éruptions solaires, pour faire simple. Je ne détaille pas le graphe, mais là, vous avez l'énergie, là, vous avez la fréquence. Et vous voyez que c'est une loi de puissance, et en fonction de la loi de puissance, si c'est pentu comme ça ou si c'est pentu comme ça, alors si c'est pentu comme ça, on voit que des tout petits phénomènes, il y en a très peu. Donc il y a des nano-éruptions, ça c'est des éruptions, les micro-éruptions, les nano-éruptions, toutes petites éruptions, il y en a peu. Et si c'est pentu, plus pentu, des nano-éruptions, il y en a plus. Et le nombre de nano-éruptions, si elles existent, c'est ce qu'on essaie de mesurer. Alors Solar Orbiter mesure plutôt des micro-éruptions qui sont dans cette gamme-là, micro-flares,
les campfires, c'est quelque part par là. On n'a pas encore l'observation des fameuses nano-éruptions, mais elles sont importantes parce que c'est un des modèles possibles de chauffage de la couronne. On peut chauffer la couronne par des toutes petites sources d'énergie s'il y en a partout et si elles sont continuellement alimentées. Par exemple, vous pouvez chauffer une maison si vous avez des gros radiateurs qui sont disposés, mais vous pouvez aussi chauffer une maison avec une allumette si vous en avez 100 000. Si vous avez 100 000 allumettes qui sont allumées un peu partout, sporadiquement, même si l'allumette dure 10 secondes, mais si vous continuez d'en allumer, eh bien, vous chaufferez aussi votre maison. Donc, s'il y a des milliards de nanoflares tout petits qui font de la reconnexion et qui produisent de la chaleur localement, ça peut être une source de chauffage de la couronne. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le même papier de Berkman et Osher, on commence à avoir des lois de puissance sur les campfires. Et les résultats, donc les premiers résultats ont été obtenus. Et donc la science est en train de continuer. Alors, on en vient à un résultat qui concerne mon instrument. Quand même, je vais parler un peu de mon instrument. Là, j'en suis au niveau temps. Là, j'ai dû exploser, non? Il est quelle heure? C'est bon? C'est toujours bon? Si vous êtes vraiment fatigué, vous me le dites. Ça va? Alors, les fameuses particules énergétiques qui sont émises un peu partout. Liées aux éruptions, il y a ces particules énergétiques, on aimerait bien les observer et surtout observer leur occurrence. On ne sait pas, on en voit de temps en temps qui arrivent à la sonde, mais on sait qu'il y en a qui n'arrivent pas à la sonde et qui font quand même, qui font des rayons X, par exemple. Ça, c'est des rayons X qui sont obtenus sur Solar Orbiter par l'instrument. On a des collègues qui travaillent sur les rayons X au labo. On sait que ça fait aussi, ça c'est les particules énergétiques. Et puis il y a aussi la radio. Donc l'instrument RPW mesure la radio dans une gamme de fréquences qui n'est pas visible depuis la Terre. Vous savez peut-être qu'il y a ce qu'on appelle l'ionosphère autour de la Terre. Pour les pilotes, ils connaissent bien. L'ionosphère qui bloque les rayons au-delà d'une certaine fréquence. Donc on peut observer, faire de la radioastronomie au sol avec des radiotélescopes dès que la fréquence dépasse celle de l'ionosphère, au-delà de 20 MHz grosso modo. Et au-delà, si on veut observer en dessous, il faut aller dans l'espace. Et à ces fréquences-là, on voit des fameux type 3, des émissions radio de type 3. Alors, RPW permet de mesurer ces fameuses émissions radio de type 3. Là, vous avez le temps. Là, vous avez la fréquence. Alors, vous n'arrivez pas à lire, mais là, c'est 10 kHz. Et puis, on monte, donc c'est en mégahertz. Ça, c'est 1 MHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz. Et on voit des signaux comme ça au cours du temps, sur une journée, des espèces de virgules qu'on observe régulièrement. Parfois, on en voit une, parfois, on en voit deux, parfois, on en voit plusieurs. Et alors, on s'est amusé avec mon collègue Philippe Zarka, qui est un petit logiciel pour faire ça. Là, c'est une émission, c'est obtenu par RPW, donc vous avez entre 0 et 24 heures. Là, vous avez la fréquence 10 kHz et on s'arrête à 100 kHz. Donc, on a la partie basse des virgules, où elles continuent en haut. Donc, ces virgules, là, on a transposé le signal de kHz à un signal audible, audio. Donc là, c'est en kHz, 0,1 kHz, c'est-à-dire 100 Hz, 1000 Hz et un peu au-delà. Et donc, si on fait tourner le petit film, en principe, je pense que le projecteur va... Alors, ça fait un peu rencontre du troisième type. Ça fait film des années 50-60, là, comment ça s'appelait, avec l'espèce de robot ou de... La planète interdite, voilà. Ça fait un peu planète interdite. Mais c'est un vrai signal. Bon, bien évidemment, ce n'est pas un signal sonore parce qu'on est dans l'espace, mais c'est un vrai signal radio transposé aux fréquences. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signal? Hop. Eh bien, les éruptions radio de type 3, elles sont très intéressantes pour justement
détecter et capter les électrons énergétiques produits lors des éruptions et qui ne traversent pas la sonde. Je vous ai dit qu'il y a parfois de temps en temps, on voit la sonde qui est, comme vous avez vu sur l'image, où on voit le vent solaire qui souffle, et puis à un moment donné, la sonde, elle reçoit des particules, et il y a de la neige sur l'image. Ça, c'est quand les particules tombent directement sur la sonde, et que les détecteurs peuvent les mesurer. Mais là, vous voyez, Solar Orbiter est ici, là, il y a une éruption, là, il y a une ligne de champ qui spirale. Alors, c'est là pourquoi ce qui spirale, parce que le Soleil tourne, vous savez qu'il tourne. Les lignes de champ qui sont éjectées dans le milieu interplanétaire et transportées par le vent solaire font des formes de spirale, la spirale de Parker. Et donc, ces particules énergétiques vont suivre ces spirales de Parker, et les particules énergétiques vont exciter le vent solaire. Je ne rentre pas dans les mécanismes. Il y a des mécanismes d'interaction particules-plasma. Elles vont les exciter et le vent solaire va répondre en envoyant une émission radio. Il envoie une émission radio dont la fréquence est celle du proportionnel à la fréquence plasma du vent solaire lui-même. En gros, de l'altitude à laquelle se passe, c'est un peu comme un sonar. Un sonar, vous êtes dans un sous-marin, vous écoutez le sonar, vous pouvez détecter des torpilles envoyées par l'ennemi. Là, c'est un peu un sonar radio. Donc, vous voyez, le faisceau est émis. Quand il est ici, la fréquence caractéristique du milieu, c'est 2 MHz, pardon. Ça envoie donc un signal, et on voit apparaître donc le signal ici. C'est le point rouge. Alors, ça c'est... Le signal, c'est continu. Vous voyez qu'il y a toutes les fréquences qui sont, parce que c'est un mouvement continu du faisceau. Mais j'ai indiqué les points pour montrer sur le spectre dynamique à quoi ça correspond. On s'éloigne, le faisceau est plus loin, et on s'éloigne encore. Et donc, on balaye comme ça l'ensemble du faisceau. L'ensemble, pardon, de la virgule. Et donc, chacune de ces virgules, c'est quoi? C'est des particules énergétiques émises dans le milieu interplanétaire. Et là où c'est intéressant, ça devient intéressant, c'est qu'on peut même détecter et écouter, entre guillemets, parce que les récepteurs radio sont très sensibles, des particules énergétiques envoyées de l'autre côté du Soleil. Par exemple, un exemple, là on a une jeune collègue, Sophie Musset, qui a analysé les données. Donc vous voyez 4 satellites. Donc on a ici, Solo, c'est Solar Orbiter. Sur ce tracé, où vous avez en unité astronomique, donc la position la projection, donc, alors elles sont quasiment toutes dans le plan de l'écliptique, les 4 sondes. Donc la projection sur le plan de l'écliptique en unité astronomique. Ici, WIND, c'est au niveau de la Terre, donc la Terre se trouve ici. Le Soleil, on voit que, par exemple que la sonde STEREOA de la NASA, sur laquelle on a un récepteur radio construit à l'époque, dont je suis également PI actuellement. Donc la sonde stéréo et la sonde Solar Orbiter sont à l'opposé l'une de l'autre par rapport diamétralement opposé au Soleil. Mais toutes les deux voient le même type roi. Vous pouvez regarder le temps. Le signal, donc là c'est pareil, le temps, la fréquence. Et à chaque fois on retrouve la virgule sur stéréo, Solar Orbiter, la sonde WIND ici à l'orbite de la Terre et la sonde Parker Solar Probe. Et on retrouve à chaque fois la virgule. Et là, on a 4 sondes dans l'espace, on l'écoute et on arrive à faire de la triangulation. Donc on arrive à repérer la position d'où se trouve le faisceau au moment où il est émis. Et donc là, j'ai un projet de thèse pour une jeune étudiante là, avec à nouveau un programme de détection des émissions radio de type 3 dans le cadre de la science citoyenne. Donc si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. On va mettre les spectres dynamiques, on pourra regarder sur l'écran. Donc le soir, au lieu de regarder Plus belle la nuit, vous pouvez... Plus belle, c'est ou plus beau, comment ça s'appelle? Plus belle la vie. On mettra les liens sur le site. On mettra les liens sur le site ouais, 60. Vous pouvez nous aider à détecter les émissions radio de type 3 si vous voulez. Et on peut comme ça détecter plusieurs centaines de milliers de faisceaux qui sont envoyés un peu partout. Je vais accélérer un peu, je vais parler sur Parker Solar Probe du fait d'abord qu'il y a eu des résultats très intéressants sur... je ne vais pas parler des switchbacks parce que c'est un peu long, je vais juste parler un tout petit peu ici de 2 résultats intéressants qui sont celui des plasmoïdes. Donc on a vu qu'il y a donc du vent solaire qui est émis. Il y a eu dans des modèles et dans des simulations
des simulations qui montrent qu'on peut envoyer, qu'on peut créer des bulles de plasma, des plasmoïdes ici. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant pour voir quelle est la structuration du vent solaire, mais c'est un sujet un peu technique, mais qui a été très longtemps débattu, et en fait, la sonde a permis... Alors j'ai dit que sur Parker Solar Probe, il n'y avait pas d'imageur pour regarder à travers le bouclier, mais on peut regarder sur les côtés. Donc, et là, c'est un imageur qui permet de regarder sur les côtés. Donc on a vu un plasmoïde ici, qui ressemble beaucoup à ce que la simulation prévoyait. Et puis sur ce petit film, en principe, on voit également, si on regarde bien, le plasmoïde se balade ici. Il est là. Donc on le voit mieux ici sur les images arrêtées. Il y a un autre résultat intéressant sur Parker Solar Probe, à part les switchbacks, qui sont donc un résultat possible sur l'accélération du vent solaire. On a détecté, semble-t-il, un anneau de poussière le long de la trajectoire de Vénus. Donc ça, c'est une projection sur le ciel de plusieurs images, et on voit que le long de la trajectoire, ici en rouge, de Vénus autour du Soleil, il y aurait de la poussière, un anneau de poussière probablement créé par Vénus par des mécanismes qui ne sont pas encore clairs, mais donc cet anneau de poussière serait détecté par Parker Solar Probe. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette première présentation. Merci, Milan. Je vous remercie. Je propose qu'on prenne quelques questions. Il nous reste quelques minutes, en fait, il nous reste 30 à 40 secondes. Alors, je prends les questions, n'hésitez pas à vous manifester. Je veux dire, ça a été complet et dense. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on se lève. Oui, moi j'ai une question, mais sur une échelle de temps qui n'a rien à voir avec ce dont on parle là. C'est qu'on dit que la planète va devenir invivable dans 1 milliard d'années parce que l'étoile va gonfler. Donc à peu près 4, oui, ça, plus proche de 4. La Terre va être absorbée, mais en termes de température, d'ici 1 milliard d'années, ça va vraiment chauffer un peu trop. Mais est-ce que, du fait de la modification éventuellement du vent solaire, de l'émission des particules, on pourrait avoir un problème sur les conditions d'habitabilité de la Terre avant ce milliard d'années? Non, je pense non, parce qu'on a... Alors, après, il y a l'histoire de l'inversion du champ magnétique de la Terre. Moi, je ne suis pas très spécialiste de ça, mais il y a une inversion des pôles. Alors, c'est vrai pour le Soleil, mais c'est aussi vrai pour la Terre. Donc, il peut y avoir une inversion des pôles au niveau du champ magnétique de la Terre. Ça peut modifier globalement la morphologie du bouclier magnétique, de la magnétosphère. Donc si les pôles sont vraiment dirigés vers le Soleil, il peut y avoir peut-être plus de particules qui rentrent, mais ça va être arrêté. De toute façon, si cette inversion s'est déjà produite par le passé, elle a déjà eu lieu, et donc comme on est là, il n'y a pas de... Donc, le vent solaire n'a pas d'influence sur la Terre, c'est clair, et sur l'habitabilité. Par contre, sur Mars, oui. Par contre, sur Mars, oui, parce que Mars n'a pas un champ magnétique, comme la taille de la planète est plus petite. La taille donc du coup, le champ magnétique, il est moins intense, et en fait, la planète s'est refroidie, et on a un champ magnétique dit crustal, qui est les restes du champ magnétique primordial, et sur Mars, là, par contre, ça a eu probablement un effet. C'est encore discuté, tous les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, mais j'ai l'impression qu'il y a une majorité de gens qui pensent que c'est à cause du vent solaire que l'habitabilité a évolué sur Mars. Une question ici, est-ce que tu peux te lever? Oui, est-ce qu'avec ces deux sondes, vous avez réussi à préciser un peu les mécanismes du fameux cycle de 11 ans qui nous intéresse tous? Alors, le fameux cycle de 11 ans, alors bon, j'ai quelques images sur les tâches, vous savez ce que sont, j'ai un peu parlé des tâches, vous voyez, les tâches, c'est, là il y a une tâche très zoomée, mais bon, c'est pas à vous que je dois apprendre ça, et comme je disais, donc les tâches, c'est l'émergence du champ magnétique. Alors voici le cycle de 11 ans, voici où on en est. Alors au passage, c'est rigolo, parce qu'en rouge, c'est la prédiction. Et donc, à chaque fois, il y a tout un groupe qui se réunit au niveau international. On va essayer de prédire le prochain cycle. Mais quasiment à chaque fois, ils se plantent.
Donc là, on en est, là c'était 2020, là c'était un peu avant, enfin là, vous pouvez suivre ça sur Internet, il y a tout un tas de sites. Donc le maximum devrait avoir lieu en principe autour de 2025. Alors l'histoire du cycle, c'est probablement, on sait que c'est lié donc à la manière dont le champ magnétique est produit et la dynamo est produite. On sait que la rotation du cœur du Soleil est plutôt une rotation dite solide, à savoir que quand c'est comme un ballon de foot, vous prenez un ballon de foot, vous le faites tourner, donc c'est une rotation solide. Vous savez probablement tous, enfin les spécialistes qui observent le Soleil, qu'il y a une rotation dite différentielle au niveau donc à l'équateur, au niveau de la photosphère, on sait qu'il y a une rotation différentielle, que l'équateur tourne plus vite que les pôles. Et du coup, c'est la différence donc, entre cette rotation différentielle à l'équateur et à l'intérieur du Soleil, le fait qu'il y a dans le cœur, jusqu'à une région qu'on appelle la tachocline, qui est une région importante entre donc la séparation entre la zone dite radiative et la zone convective. À l'intérieur, donc l'énergie, les photons est transmise de manière radiative, donc c'est des photons qui transmettent la chaleur et l'énergie produite au cœur du Soleil, puis après ce sont des mouvements de convection. Et bien cette fameuse tachocline, en fonction de sa position, elle peut influencer sur le cycle. Mais on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas suffisamment, avec suffisamment de précision, la position de la tachocline et surtout sa morphologie globale. Et du coup, il faut faire, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, on fait de la sismologie, un peu comme sur Terre. Sur Terre, pour savoir ce qui se passe, on écoute les tremblements de terre, ou bien on fait tomber des machins et puis on met des sismomètres. On peut comme ça scruter, on peut analyser l'intérieur terrestre, un peu comme un docteur qui écoute avec son stéthoscope. Eh bien, jusqu'à présent, on a fait de la sismologie du Soleil, à savoir comment il gonflait enfin ses mouvements, que dans le plan de l'équateur solaire, vu que nous, on est sur Terre et que la Terre tourne autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. Donc on voit très mal les pôles solaires. Eh bien, Solar Orbiter va être très intéressant en fin de mission. Donc si vous me réinvitez dans quelques années, ou vous invitez un de mes collègues, notamment par exemple pour ceux qui connaissent Sacha Brun, qui est un spécialiste du sujet, lui va vous parler du fait que la sonde va sortir du plan de l'écliptique et va pouvoir permettre de faire de la sismologie en principe des régions polaires. Et là, on améliore les modèles de sismologie et la compréhension de la fameuse position de cette tachocline, et donc du cycle de 11 ans. D'autres questions? Je serai là encore à l'apéro. Bon, je crois qu'il va nous rester à remercier Milan et l'applaudir très fort. C'était plus qu'éclairant. Un grand merci Milan. Je crois que c'était très complet. Et ça va nous permettre... Beaucoup. Alors, ne partez pas. Je vais juste vous demander un petit quart d'heure en plus. On va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Oui. Ma deuxième présentation. D'accord, alors ne partez pas. Par contre, on va peut-être rendre le live qui était prévu pour 1 heure. Je ne sais pas si ça passe ou pas. J'attends un top de mes collègues. Est-ce qu'un quart d'heure, ça passe? Oui. Alors mes collègues me font signe que oui. Pas besoin de contacter Cognac J. C'est-à-dire que Cognac J est d'accord. Bien, Cognac J. Sinon, c'est terrible. Bon, vas-y. Super. Bon, donc si on a le feu vert de Cognac J, 2 mots sur un programme que nous développons et sur lequel, en fait, c'est plutôt mes collègues qui travaillent beaucoup plus que moi. J'essaie d'encadrer les choses, mais je ne fais pas là. C'est un programme donc de sciences participatives. Comme j'en ai parlé 2-3 fois, je tiens, enfin à titre personnel, je m'investis de plus en plus dans le domaine. Je pense que la science citoyenne, pour dire simplement les choses, je trouve qu'il n'y a pas assez de science à titre personnel, ça chacun comme il veut, mais dans la société. Donc pour développer la science, c'est bien qu'il y ait un dialogue plus fréquent entre les astronomes et les citoyens. Donc on a mis sur pied un centre d'observation solaire PROAM à l'Observatoire de Paris, avec les personnes qui sont ici. Donc il y a Florence Cornu qui est ici, que tu peux peut-être lever la main, Florence, si tu veux, avec qui vous avez peut-être déjà échangé et avec laquelle vous pouvez encore discuter. Elle est là encore pendant le repas. Isabelle Buallet qui est ici. Isabelle peut aussi
lever le bras. Et donc, on a d'autres collègues de Meudon qui sont, alors Éléonore devait venir, mais elle ne pouvait pas, et puis d'autres collègues impliqués. Et on a une équipe de spécialistes Solex et d'astronomes spécialistes du Soleil. Alors, j'ai probablement oublié des noms, je suis désolé. Il n'y a peut-être pas tout le monde ici, mais c'est Florence qui a toute la liste, donc c'est elle on mettra ça à jour. Je suis désolé, j'ai fait ça tout à l'heure, un peu à l'arrache. L'idée, quelle est-elle? Elle est relativement simple, c'est de compléter la base de données de Meudon. Donc si vous allez sur ce site que vous ne connaissez pas, et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'y aller, parce que c'est un site qui est, alors le site lui-même pourrait peut-être être un peu amélioré, mais en tout cas, il est d'une richesse très grande, parce qu'il contient une collection exceptionnelle et unique. Donc vous reconnaissez peut-être, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est Jules Janssen, le fondateur de l'Observatoire de Meudon, qui était un physicien solaire, observatoire de Meudon qui s'est ensuite regroupé avec l'Observatoire de Paris. Et donc depuis Jules Janssen, on a des observations solaires. Il y a 10 cycles d'observation 10 cycles solaires qui sont disponibles pour la communauté internationale et même pour le grand public. Par exemple, si vous allez sur le site, si vous cliquez une date, la date de votre belle-mère ou bien la date de votre enfant ou de qui vous voulez, avec un peu de chance, vous allez voir apparaître l'image, donc c'est 110 ans, hein, donc même si votre belle-mère est très vieille, vous pouvez comme ça faire imprimer l'image du soleil de quelqu'un et puis lui offrir, par exemple comme cadeau d'anniversaire ou autre. C'est très original, ça ne coûte pas cher, mais c'est surtout très original. À voir, là, moi je trouve ça intéressant d'avoir l'image de sa naissance ou de quelqu'un du soleil au moment donné. Donc vous avez tout un tas alors c'est pas que de l'imagerie de la photosphère, il y a aussi des données radio, il y a aussi des données des éclipses. Donc Isabelle il y a tout un tas d'informations. N'hésitez surtout pas à discuter avec Isabelle et Florence, elles en connaissent beaucoup mieux que moi sur le site et dans le domaine. Et moi j'ai donc initié un peu cette activité en 2023, et donc l'idée c'était de compléter la base les jours où il faisait mauvais à Meudon. Alors, il arrive des fois, malheureusement, qu'il fasse mauvais et qu'il pleuve en région parisienne. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, ça arrive moins pour nos amis du Sud, mais ça arrive. Et donc, du coup, on est bien content, depuis quelque temps, d'avoir ces images. Donc, il s'agit d'enregistrer des images tous les jours, grâce à des dizaines de stations qui sont réparties un peu partout. Je vais revenir. Et donc, de nous aider dans ce cadre-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Le spectrohéliographe de Meudon, 2 secondes pour vous expliquer un peu pourquoi ces images sont intéressantes et comment on peut les utiliser. Donc là, vous reconnaissez Isabelle à côté des miroirs. Une petite parenthèse pour dire, elle est modeste, mais quand même pour dire qu'Isabelle a eu la médaille de cristal du CNRS pour la remercier et de ses activités d'observation solaire depuis des années. C'est vraiment le pilier de ces observations-là. Et donc le CNRS l'a remercié pour ça. Et c'est une belle reconnaissance. Donc Isabelle est en charge de l'équipe. Là, vous avez les miroirs. Là, vous avez la salle à l'intérieur, qu'éventuellement un jour, peut-être à une fête du solstice, on pourrait organiser. Et puis certains d'entre vous pourraient venir voir, nous rendre visite. Mais l'intérêt scientifique est grand. Vous voyez par exemple ici des images en H-alpha, en calcium K3, K1V, à différentes dates, 79, donc différents cycles. Donc ça, c'est un exemple d'image qu'on a. Et là où c'est intéressant, par exemple, il y a des études qui sont menées, alors elles ne sont pas toutes menées en France, c'est un site d'observation solaire qui est quand même, dont la vocation c'est de créer une archive depuis 110 ans et qui va encore durer, alors j'espère 110 ans, mais on ne sera pas là, mais on verra bien, mais l'idée c'est vraiment de la faire poursuivre parce qu'on peut mener des études à partir de ces données-là très intéressantes. Là vous avez une courbe, je ne vais pas trop détailler, mais vous avez le temps
la 2000, 2005, 2015. Le trait plein, c'est ce qu'on appelle la TSI, c'est la fameuse constante solaire. Vous savez que notre Soleil nous envoie des photons. Quand vous êtes dans l'espace, si vous mettez un bolomètre et que vous mettez 1 mètre carré de bolomètre parfait, vous recevez très exactement 1360, 1350, entre 1360 et 61 watts par mètre carré. Et vous voyez qu'il y a une variation de cette constante solaire de quelques watts par mètre carré, qui est quantifiée, qui est mesurée, mais surtout qui existe, qui intéresse beaucoup, par exemple, les climatologues. Il y a toujours dans le débat réchauffement climatique, donc je pense qu'il n'y a aucun doute que l'homme a un rôle sur le réchauffement climatique, mais on sait que de toute façon, le Soleil en a forcément, et notamment, par exemple, l'inclinaison de l'axe de rotation, la précession des équinoxes et les glaciations sont dues à la précession des équinoxes, les plus grosses des glaciations. Donc forcément, les saisons et le Soleil a un impact sur le climat, mais sur les échelles courtes récentes, c'est clairement l'homme. Mais néanmoins, c'est intéressant d'avoir des mesures de constante solaire, des mesures de flux radiatifs dans le passé. Or, le problème, c'est que des missions spatiales, on n'en a que depuis les années 50-60. Donc, mesurer la constante solaire depuis l'espace, eh bien, à l'époque de Louis XIV, on ne pouvait pas faire. Par contre, il y a des scientifiques, notamment des scientifiques allemands, enfin, malgré le nom, c'est quelqu'un qui travaille en Allemagne. Donc, il y a des collègues qui ont regardé les points ici rouges autour des courbes. Ce sont des images de Meudon sur lesquelles on a regardé le flux en calcium. Donc, si les images sont bien étalonnées et qu'on les exploite sur le long terme, on peut trouver ce qu'on appelle un proxy sur les images donc, de la constante solaire. Donc, ils ont mis dans cet article-là, on a une évolution de la constante solaire au cours du temps, obtenue grâce aux images de Meudon. Deuxième exemple, et là, c'est le sujet de travail de ce jeune homme, Mathieu Delavallée, qui est ici, qui est venu avec nous. Et donc, lui, il va regarder, avec un autre collègue qui s'appelle Guillaume Molanier, la manière dont on pourrait relier l'intensité des éruptions solaires, et notamment les plus intenses, les super tremblements de terre, et bien il y a les super éruptions solaires. Donc là, vous avez des événements très intenses. Ça, c'est l'affluence des protons qui ont été observés et qui sont arrivés à l'orbite de la Terre, enfin, pardon, qui ont tapé l'atmosphère de la Terre, qui ont produit des neutrons. Et ces neutrons, on les détecte au niveau des stations Sol. Et donc, on voit que là, c'est de l'énergie cinétique, donc c'est des MEV, ici, donc c'est des particules extrêmement énergétiques. Donc, il y a différentes courbes ici, différentes dates. Pareil, ce genre d'observations, on les a à partir des années 40-50. Avant, on n'avait pas de possibilité d'étudier les événements vraiment très intenses. Et bien pareil, il y a d'autres collègues qui ont noté qu'en fonction de la taille, si on regarde la taille des régions, des taches solaires et des régions actives, de la surface, de la proportion de la surface qu'occupent les taches par rapport à l'ensemble du disque, ça pourrait donner un proxy et une idée de l'intensité des éruptions solaires. Donc Mathieu va regarder les anciennes données. Et donc, l'idée, c'est de continuer cet archivage et cette bibliothèque de données en utilisant donc le Solex, on en a parlé tout à l'heure en détail. Là, c'est un petit film fourni par Valérie. Donc, on voit qu'on peut aussi, avec le Solex, obtenir ce qu'on obtient à Meudon, à savoir des cubes de données. Donc, on peut observer donc l'image du Soleil à différentes longueurs d'onde autour de l'arrêt, H-alpha. C'est ce qu'on fait avec l'instrument, le spectrohéliographe. Donc, il y a des similitudes entre les deux instruments. Et donc, pour nous, c'est intéressant d'avoir des... Alors, il faut que les images soient de bonne qualité. Et on reparlera avec Florence et Isabelle de la qualité des images. Donc, ce qui nous intéresse, là, j'en reviens un peu à ce qu'on a fait et quels sont nos besoins. Donc, Florence a produit cette carte et ce transparent avec tous les collègues amateurs et la manière dont ils sont répartis en France. Alors, pour l'instant, on n'a qu'un seul étranger, un Espagnol qui avait fonctionné, enfin Florence connaît le détail, il avait une lunette
trop grande focale, et donc il a arrêté depuis peu. Là, on fait un peu un appel à la communauté amateur, et notamment peut-être à Christian, si tu as la liste, si tu as des gens en Bretagne ou dans l'Est de la France, ça pourrait être intéressant pour avoir une couverture, et nous, ça pourrait être aussi intéressant parce que avoir plus de monde, ça permet une couverture météo qui est meilleure, et on est quasiment sûr d'avoir, a priori, une bonne image par jour. Donc, meilleure couverture d'amateurs. Jusqu'à présent, on a enfin on a inclus dans la base 2000, et c'est plutôt Florence qui a fait l'essentiel du boulot, environ 400 images depuis février. Donc il y a plusieurs types de raies qui ont été reçus. Pour l'instant, c'est bien de se concentrer sur H-alpha. On peut rajouter d'autres raies, mais vraiment, si j'ai bien compris, ce qui nous intéresse, c'est H-alpha, mais on peut tout prendre. D'accord. Si c'est bien fait, on peut tout prendre. C'est Isabelle et Florence qui valident les images. Vos images, de toute façon, doivent être validées, et pour pouvoir rentrer dans la base, qui est quand même une base professionnelle, il faut un certain nombre de critères. Et il faut notamment, par exemple, si c'est des fichiers FIT, il faut que les fichiers FIT soient dans le bon format, etc. Et que l'image soit... Donc il y a de toute façon une validation scientifique qui est faite par Isabelle et Florence. Le matériel à utiliser, donc meilleure distance focale, on en a parlé aussi tout à l'heure après le repas. Moi, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas un instrumentaliste vraiment opticien, je ne suis pas opticien de formation, j'ai des notions en physique, mais ce n'est pas moi qui suis le plus calé là-dessus. Vous pouvez discuter avec Florence et Isabelle, également avec notre collègue, j'ai oublié de le mentionner, mais Jean-Marie Malherbe, qui est encore responsable scientifique, lui, donc il va prendre sa retraite, mais il est prêt à continuer à travailler avec nous sur le projet. Donc lui, il est plus calé que moi sur les aspects techniques de l'instrumentation, mais en gros, les images qu'on reçoit jusqu'à présent sont de très bonne qualité. Donc il faut que les images, les recommandations, il faut qu'elles ne soient pas coupées, et il faut surtout que les fits ne soient pas modifiés et qu'on puisse les ingérer. Donc la suite, et c'est mon dernier transparent et je m'arrête, et on va pouvoir aller prendre un peu l'air. Alors là, on a une fiche qu'on vous demande de remplir. On va aussi vous demander, si ça ne vous dérange pas, de mentionner des informations sur votre adresse, parce que dans le fichier FIT, forcément, il y a, si vous mettez les longitudes, latitudes, on peut vous retrouver. Donc il y a toujours l'histoire de la protection des données personnelles, etc. Donc on veut faire les choses dans les règles. Et en tout cas, il faut remplir toutes les caractéristiques de l'instrumentation. Nous sommes à votre disposition, moins un peu, malheureusement de moins en moins. Florence et Isabelle le sont un peu plus, et puis surtout Florence là. Donc si vous êtes intéressé de participer au programme, merci de nous contacter. Florence a beaucoup d'échanges avec vous, il y en a pas mal dans la salle qui ont eu pas mal d'échanges avec elle. La suite, on est en train de construire, on a une collègue, on espère qu'elle va y arriver dans pas trop longtemps, mais à construire un site web du COSPAM, donc un site web où il y aura avant tout un portail où on peut s'inscrire pour fournir des images, et on peut également déposer les images. Actuellement, ça se fait par FTP, la procédure est un peu fastidieuse, mais on va essayer d'améliorer ça. Et puis, il y aura un site où on vous donnera des informations scientifiques du projet. On va faire une réunion Zoom ou en présentiel à la rentrée, alors avant la fête de la science, pas pendant la fête de la science, j'ai bien compris, Isabelle, et d'ailleurs tu as raison, mais on va faire une réunion quand même pour redonner des informations pour les gens qui sont là. Et puis on discutait avec Isabelle, pourquoi pas essayer de créer, essayer de refaire, moi ça c'est quelque chose qui s'est fait il y a quelques années, une espèce de fête du soleil pendant le solstice au mois de juin, où on pourrait imaginer, alors peut-être pas un événement comme celui-là, vous savez qu'on est donc dans un établissement de recherche,
On a une présidente qui actuellement, elle est très précautionneuse quand il faut faire rentrer des gens sur le site, etc. Il y a des problèmes de sécurité, machin. Si c'est organisé à l'avance et que tout le monde est prévenu et que la DIL est prévenue et tous les services sont prévenus, il n'y a pas de souci. On peut organiser, donc pourquoi pas même accueillir du public. Moi, c'est un de mes rêves, accueillir du public. Vous avez des instruments qui sont extraordinaires. Là, on est entre nous, mais si on fait venir des jeunes gens, des scolaires, pourquoi pas, alors, il faut faire ça pas un nombre astronomique, mais il faut que, si on a un nombre raisonnable de classes qu'on fait venir ou de personnes, faire observer le soleil. Il y a toujours un intérêt, Isabelle, je t'en prie. Oui, le Stars Up, oui. Oui. Organisé par la ville de Meudon. Donc les startups, il me semble qu'on a déjà les dates. Oui. Je dirais des bêtises, mais on a les dates. Parce que c'est organisé vraiment avec la ville de Meudon sur la terrasse publique en dessous de l'observatoire. Et donc on peut faire les deux, sur la terrasse publique et observatoire en haut, pour que vous puissiez apporter vos propres instruments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut organiser pour juin l'année prochaine. Je pense que ça peut se faire. C'est quelque chose que, enfin, si vous êtes prêt à vous déplacer jusque Meudon, bon, c'est pas... Bon, certains viennent de très, très loin dans le sud, mais ceux qui sont là, qui sont plus proches, donc voilà. Enfin, je connais quelques fondus qui se font un devoir de cotiser à cette manip de manière à promouvoir effectivement l'observation du soleil. Je pense que ça peut se faire. Venir à Meudon, c'est moins exotique que d'aller à l'île de la Réunion, mais c'est quand même intéressant. Alors mon cher Milan, nous n'en parlerons pas. Voilà. Bon. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Isabelle. Je vais passer la parole 1 minute à Isabelle. Non, c'est juste pour vous dire que j'ai apporté quelques tirages en format A4 de la planche du spectroliographe. Si pour ceux que ça intéresse, je vous en ai apporté aujourd'hui. Donc voilà. Un grand merci Isabelle. On va applaudir Milan. Franchement, je pense que là, on a eu. En fait, j'avais dit 2h30. Dans ma tête, je plaisantais. Mais on ne plaisante jamais avec Milan, je crois l'avoir compris. Je n'ai fait qu'1h30. C'est vrai. Et quel talent. Donc un grand merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant de lâcher Milan, qui est de toute façon disponible? Je rappelle qu'on va passer à une phase 2. On va peut-être lâcher le direct. Voilà. Pour nous, c'est tout bon. Merci à messieurs de CVC, de CVMarc. La conférence sera disponible, est disponible déjà, dans son intégralité sur le site de la chaîne YouTube de Mars 60. Donc vous n'hésitez pas, vous pourrez la retrouver dans son intégralité. J'ai aussi une demande après. Alors, vous me confirmez, j'ai plus l'antenne, c'est bon? C'est bon? On peut dire des bêtises? On peut se lâcher? On revient sur du naturel. Alors, j'ai une demande ici. Avant,